Il est 35, 8h35. Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Bonjour Marine Le Pen, comment allez-vous ? Ça va, de mieux en mieux. De mieux en mieux, oui. Vous êtes tombé dans une piscine, votre piscine, 2 mètres de haut, oui, j'ai eu de la plusieurs chance. fractures, vous avez eu de la chance. Bon, on va pas s'étendre, si je puis dire. Là-dessus, Marine Le Pen, revenons sur ce qui s'est passé hier, cette manifestation contre le mariage homosexuel. 72% sondage hier des Français pensent que les manifestations doivent s'arrêter. Vous êtes d'accord ? Oh, je crois que l'ensemble des acteurs, y compris d'ailleurs de cette manifestation, sont conscients qu'elle ne peut pas perdurer. Il n'en demeure pas moins que la Donc, grogne... terminer les manifestations. Il n'en demeure pas moins, en tout cas sur ce sujet-là, il n'en demeure pas moins que la grogne demeure. Car il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'affaire du mariage homosexuel, qu'il y a un désaveu total de la politique qui est menée par François Hollande en matière économique, en matière sociale, le chômage, l'effondrement du pouvoir d'achat, l'aggravation de l'insécurité, l'aggravation des actes de terrorisme qui, hélas, semblent se multiplier non seulement en Europe, mais également en France, et l'aggravation d'une immigration qui est absolument hors contrôle aujourd'hui, et qui cumule en quelque sorte l'immigration traditionnelle subie par la France depuis 30 ans et une nouvelle immigration intra-européenne par l'intermédiaire des nomades venant de Roumanie ou de Bulgarie. Bien, nous allons revenir sur tous ces sujets, mais je voudrais quand même rester encore un peu sur cette manifestation contre le mariage homosexuel. Ce matin, j'avais Brigitte Bardot comme invitée sur AMC qui nous disait, bon, c'est fini, les manifestations, maintenant il faut passer à autre chose et nous allons faire signer une charte à tous les candidats aux municipales contre le mariage homosexuel et ceux qui ne signeront pas de charte, eh bien, verront des candidats issus de ces manifestations contre le mariage pour tous, mariage homosexuel, se présenter aux municipales. Qu'est-ce que vous dites, Madame Bardot ? Écoutez, elle a le droit de le faire. C'est une association. Oui. Souvent, les associations réclament des engagements de la part des candidats. Je pense que ça n'a rien de scandaleux. Qu'en revanche, elle envisage de se lancer en politique, je suis pas sûr qu'elle recueille un écho certain. Mais Monsieur Copé doit pas être très content, en l'occurrence, de cela. Monsieur Copé. Parce que si vous voulez, on ne peut pas. Lorsqu'on se présente, on se présente pour une politique générale. Il n'y a pas que dans une municipalité le problème des mariages homosexuels. Permettez-moi, il y a beaucoup d'autres problèmes. Il y a le problème de la sécurité, il y a le problème de la gestion, notamment justement des Roms. Il y a le problème de la moralisation de la vie publique. Il y a le problème de l'augmentation des impôts qui, hélas, sous l'UMP et le PS, n'a cessé de s'effectuer au détriment des contribuables. Or, qu'est-ce qu'elle a à dire, Madame Bardot, sur tous ces sujets-là ? Bon, voilà. Donc, c'est un combat. Il faut être sérieux. Si je comprends bien. Non, mais il ne faut pas que ça devienne un combat, si vous voulez, qui soit un combat catégoriel. Marine Le Pen, les partis politiques, l'UMP, vous êtes un peu débordé par ce mouvement. Mais non, mais moi je suis pas débordé car je n'ai jamais cherché. J'ai entendu le gouvernement dire il y a récupération politique. Vous avez entendu le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, je tiens à vous dire que je trouve que l'escalade entre l'UMP et le PS auquel on a assisté depuis un certain nombre de jours est en même temps, à mon sens, complètement artificielle et il faut bien le dire, assez malsaine. Bon, ça c'est une première chose. Deuxièmement, nous n'avons jamais cherché, nous, à récupérer justement la manif pour tous. Pas appelé à manifester, la manière dont Jean-François Copé est arrivé avec son carnet d'adhésion à la manifestation, ça n'a pas dû plaire à beaucoup de manifestants, et c'est normal, car c'est un mouvement citoyen, ce sont des citoyens qui ont voulu exprimer leur désaccord, et cette manière indigne de vouloir récupérer politiquement les bénéfices... Il y a eu récupération, il y a eu volonté de récupération. Bon, pas évident, enfin, je veux dire, même à l'intérieur de son propre mouvement, des responsables de l'UMP ont critiqué Jean-François Copé pour ce comportement. Bon, nous ne sommes pas du tout, nous, dans cet état d'esprit, et parce que c'est une manifestation citoyenne, nous avons laissé libre nos militants, nos électeurs, nos cadres et nos élus d'y participer s'ils avaient le désir de le faire. Il y avait, dans cette manifestation, elle s'est dispersée, puis ensuite il y avait quelques extrémistes affronter la police. Alors, des incidents sérieux, des interpellations, ils se revendiquent d'extrême droite. Est-ce que vous condamnez ?
Bien sûr. Enfin, écoutez, est-ce que ça a un Qui sens? sont-ils d'ailleurs? Vous les connaissez? Non, je ne sais pas, mais Non, on va le pas savoir, parce qu'il y a eu 300 arrestations. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 200 et quelques. J'aurais bien aimé qu'il y en ait 260. 300 aussi, d'ailleurs, lorsque les bandes venues de banlieue ont saccagé le cœur de Paris lors de la soirée du PSG. Mais là, il n'y en a eu que 30. Je sais pas, j'ai moins d'efficacité, manifestement. Donc, on va le savoir. Ce sont probablement, effectivement, des extrémistes. Je trouve que le comportement qui consiste à aller agresser les forces de l'ordre est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Les forces de l'ordre sont là pour faire leur travail. Aller leur jeter des projectiles et les agresser n'a aucun sens. Et à mon avis, ces comportements sont durement jugés par ces centaines de milliers de personnes qui étaient présents en famille et qui voulaient que cette manifestation soit pacifique. Alors justement, les slogans jetés en l'air par tous ceux qui ont manifesté et qui ont affronté la police hier, je les ai entendus. Dictature socialiste, vous êtes d'accord avec ce slogan? Oui, enfin, c'est un slogan, donc par définition, il est réducteur. Journaliste collabo. Mais il est sûr que, objectivement, la démocratie en France ne cesse de reculer. Elle n'avance pas. Bon, j'en suis d'ailleurs peut-être la meilleure preuve, moi et le mouvement que je préside, puisque je vous rappelle que M. Hollande avait promis d'instaurer au moins une dose de proportionnel. On n'a toujours rien vu aux législatives, ce qui fait que le mouvement que je représente, qui a fait 18% à la présidentielle, a 2 députés sur 577, alors que les Verts, qui ont fait 2% à la présidentielle, ont 18 députés. Dictature socialiste avec l'UMP comme complice, quoi, si je comprends bien. Tout est fait depuis 30 ans pour tenter d'empêcher que l'intégralité du peuple français puisse avoir des représentants et que la pluralité politique soit représentée dans notre pays. Ça, c'est une certitude. Lancé hier, journaliste collabo, vous êtes d'accord? Non, mais je ne vois pas collabo de quoi. Autre slogan, la France aux Français. Oui, mais ça, c'est le slogan de l'œuvre française, qui est un groupuscule. C'est pas un slogan que vous reprenez, la France aux Français. Mais non, ça n'est pas notre slogan. Nous, c'est les Français d'abord. Les Français d'abord. Marine Le Pen, justement, les Français d'abord. Parlons-en des Français d'abord. Parlons des municipales un peu, tiens, très vite. Vous avez vu qu'il y a un monsieur qui s'appelle Dallongeville, vous connaissez, l'ancien maire d'Hénin-Beaumont, qui comparaît en justice. Est-ce que vous estimez, vous demandez rien, mais est-ce que vous estimeriez normal que François Hollande témoigne lors de ce procès? Objectivement, non. Non, parce que je pense que le président de la République doit être préservé de toute action judiciaire pendant le cours de son mandat, parce que sinon, un juge pourrait ainsi décider d'atteindre l'image de la France en poursuivant. Donc je suis pour l'immunité du président de la République. Il n'en demeure pas moins que je sais pourquoi M. Dallongeville fait cela. Vous savez que nous avons largement contribué à envoyer M. Dallongeville devant la justice et même en prison, et je m'en félicite car nous avons œuvré pour la moralisation de la vie publique, pas seulement en parole comme le font les autres, mais dans les actes, avec le combat que j'ai mené avec Steve Briouat contre cette corruption inouïe à Hénin-Beaumont. Mais c'est toute la fédération du Pas-de-Calais, en réalité socialiste, qui est corrompue. Et c'est ce que va dire probablement M. Dallongeville lors de son procès. M. Dallongeville a réclamé que M. Hollande vienne. Pourquoi? Parce que M. Hollande a été pendant 10 ans premier secrétaire du Parti socialiste. Et M. Dallongeville dit à juste titre, il ne pouvait pas ignorer la situation de corruption, les financements illégaux du Parti socialiste dans cette fédération. Sauf qu'il n'a rien fait parce que, comme la fédération du Pas-de-Calais, avec celle des Bouches-du-Rhône d'ailleurs, de M. Guérini, sont les fédérations faiseuses de rois, on ne disait rien, on faisait semblant de ne rien voir, parce qu'on voulait s'attirer les bonnes grâces de ces deux fédérations. Oui, mais vous dites, parallèlement, la fonction de François Hollande le protège et doit le protéger. Oui, mais je dis aussi aux Français, comment pouvez-vous imaginer une seconde que François Hollande fasse en matière de moralisation de la vie publique aujourd'hui, comme président de la République, ce qu'il n'a pas voulu faire pendant 10 ans quand il était premier secrétaire du Parti socialiste? Alors, la moralisation de la vie publique, tiens, parlons-en, à travers la rémunération des salaires des grands patrons. Vous avez entendu ou lu Pierre Moscovici vendredi qui dit « On ne peut pas intervenir par la loi sur la rémunération des salaires des grands patrons ». Que lui répondez-vous ce matin? Vous êtes favorable, vous, à une loi qui pourrait réguler les salaires des grands patrons ou pas? Voilà clairement une promesse trahie.
Voilà, une promesse de campagne de François Hollande. Ça faisait pas partie de ses engagements. François Hollande a dit qu'il allait mener la guerre contre la grande finance. Bon, il a déposé les armes, enfin, il a déposé le cure-dent avant même d'avoir engagé la bataille. Voilà, ça, c'est une chose qui est très claire. Nous sommes pour l'interdiction des retraites chapeaux. Nous sommes pour l'interdiction des parachutes dorés. Nous sommes pour l'encadrement strict des stock options. Et nous sommes pour que, au-delà d'1 million d'euros de rémunération par an, eh bien, le salaire des grands patrons ne vienne pas en diminution de la charge fiscale des entreprises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est absolument inouï que les impôts des sociétés baissent parce qu'elles décident d'accorder des salaires mirobolants à leurs dirigeants. Elles peuvent le faire, mais à ce moment-là, ce sont les actionnaires qui verront leurs revenus baisser et pas les impôts qui sont dus par ces grandes entreprises à l'État. Donc, vous allez plus loin dans la moralisation du fonctionnement, si je puis dire, des grandes entreprises. Et si même la Suisse, qui n'est quand même pas connue pour être un gouvernement qui lutte, etc., contre la finance, a décidé l'interdiction des retraites chapeaux et des parachutes dorés, c'est quand même inouï que le président François Hollande ne veuille pas aller sur cette ligne. À propos de la Suisse, est-ce que vous êtes favorable, comme le gouvernement, à l'ouverture de discussions avec ceux qui sont allés s'exiler fiscalement et qui rapatrieraient leur argent en France? Oui, je pense que c'est quelque chose. C'est la meilleure des solutions. Je pense que c'est quelque chose qui est effectivement. Amnistie fiscale, disent certains déguisés. Non, c'est pas une amnistie fiscale, puisque par définition, les gens qui reviennent vont payer, la fiscalité. Mais je pense que c'est pas insupportable comme idée que de tenter de rapatrier les fonds en France. Enfin, maintenant, on est quand même dans la contradiction. Tous ces gens-là sont pour la suppression des frontières, ils sont pour le libre-échange, ils sont pour la libre circulation des capitaux. Eh bien ça, c'est une contrepartie très négative de l'ouverture totale des frontières, y compris aux flux financiers. Jeanne d'Arc, célébrée samedi à Rouen, par Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez vu sur Internet beaucoup de critiques. Une musulmane qui célèbre Jeanne d'Arc. Est-ce que ça vous choque? Non, pas du tout. Pas du tout, et je vais vous dire, très honnêtement, je vais peut-être étonner, mais moi je suis heureuse de voir que des ministres réhabilitent Jeanne d'Arc, qui n'était pas seulement une sainte, qui était un chef de guerre, qui a tout de même sauvé la France et permis à la France de rester une nation libre. Moi je trouve que c'est un geste honorable. On parlait des municipales tout à l'heure. Allons à Marseille. Anna Rousseau-Roig, ancienne candidate communiste, Front de gauche aux législatives à Marseille, qui passe au Front National. Je crois qu'elle a expliqué très clairement que elle ne se reconnaissait pas dans le Front de gauche et qu'en réalité, ce combat qui s'exprime parfois de manière extrêmement violente dans les paroles, ils ne vont pas au bout de leur logique. Ils critiquent l'Union européenne, mais ils veulent laisser les frontières totalement ouvertes, ils ne veulent pas sortir de l'euro, c'est-à-dire qu'en réalité, ils veulent changer sans rien changer. Vous avez votre candidat à Marseille ? Votre candidate? Bien sûr. Ça y est, qui sera-t-il? C'est Stéphane Ravier, c'est un homme remarquable et je crois qu'il va créer la surprise dans la ville. Bien, l'actualité toujours, balayons-la, attaque d'un militaire en patrouille. Militaire d'ailleurs, ce matin j'avais là encore un ancien militaire qui représente les anciens militaires qui nous disait mais ces militaires finalement ce sont des abribus quoi. Ils ne peuvent pas bouger, ils sont mal armés, on se demande comment ils sont armés mais pas avec l'arme qu'il faut, enfin etc. Ils sont armés mais ils n'ont pas les munitions donc c'est quand même assez inefficace faut le dire. Est-ce que pour vous c'est un acte terroriste? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas, enfin, on imagine quand même, permettez-moi. Moi, quand j'entends le président de la République dire non, mais ça n'a rien à voir avec Londres. Non, ça n'a rien à voir avec Londres, mais enfin, c'est quand même un militaire qui est attaqué. Il est attaqué pour être égorgé, ce qui est quand même, ça fait 2 similitudes. Avec une arme blanche, ça fait 3 similitudes. Et manifestement, par un islamiste, ça fait 4 similitudes. Ça fait quand même beaucoup. Est-ce que pour vous, l'islam est une religion de haine ? Mais je ne dis pas que l'islam est une religion de haine. Je dis que les fondamentalistes islamiques veulent imposer la charia, qu'ils veulent l'imposer... En France ? Bien sûr, en France aussi. Mais c'est quand même étrange. Est-ce que la France commence à être asservie ? Non, je vous pose la question parce que j'avais Michel Onfray, vendredi, qui a frappé fort. J'ai entendu. Vous l'avez entendu, qui a frappé fort. Je voulais savoir si vous partagiez son analyse. Moi, je considère que il y a, et d'ailleurs ça a été vrai, et donc ça devrait pouvoir l'être encore, que des musulmans français peuvent
peuvent parfaitement se soumettre à l'intégralité des règles et des valeurs de la République française. Encore faut-il que ces règles et ces valeurs soient imposées, soient rappelées en toutes circonstances. Mais il existe sur notre territoire des groupes politico-religieux fondamentalistes qui œuvrent, qui se développent, qui s'enracinent, contre lesquels manifestement rien n'est fait. Et il y a un laxisme inouï. Mais écoutez, Monsieur Saïd Arif, Oui. Monsieur Saïd Arif, terroriste, qui est... Pas terroriste. Accusé de... Il n'est pas terroriste. Bon, alors écoutez, cet homme est Saïd algérien. Arif. Cet homme est Il n'est algérien. pas terroriste. Écoutez, cet homme est algérien. Il est passé en procès Oui. pour avoir anticipé un attentat en plein cœur de Paris. Tout de même. Oui, tout oui. de même. Non, bon. Eh bien, il est assigné. Il a été condamné, il a assigné à résidence. Ils sont 11 ou 12 dans ce cas. Aux frais de la princesse En d'ailleurs, France, oui. car les Français doivent savoir que c'est 11 ou 12 eux en qui France. payent. Voilà, ce sont les Français qui payent l'assignation à résidence de Monsieur Saïd Arif, n'est-ce pas, son hôtel. Il faut expliquer Et je crois même d'ailleurs qu'il a touché, avant de s'enfuir, 5 000 € de Pôle emploi. Bon, alors à un moment donné, est-ce qu'on va arrêter ça, oui ou non? On apprend... Alors qu'est-ce qu'on fait de ces 11 ou 12 personnes? On les renvoie, voilà, dans leur pays. Mais l'Europe nous l'interdit. Eh bien, C'est on dit à contre les l'Europe... règles européennes. Eh bien, nous disons à l'Europe... Parce que dans leur pays, ils sont menacés de mort. Eh bien, je peut-être. m'en moque. Voilà, c'est clair, je m'en moque. Voilà, ils avaient qu'à y réfléchir avant. Et par conséquent, on les renvoie dans leur pays, on dit à l'Union européenne, vous êtes bien gentils, occupez-vous de vos affaires, nous on s'occupe de la sécurité de notre territoire, ça c'est une chose très claire, et je vous signale qu'on apprend quand même au bénéfice de ce drame qui s'est déroulé à la Défense, que le 7 mai, en Isère, il y a un gendarme qui a été attaqué par un homme au cri de Allah est grand, un homme qui rentrait de la Mecque, ça fait donc déjà un certain temps que ce genre d'action se multiplie sur notre territoire. Pourquoi est-ce qu'on les cache aux Français? Pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas la vérité? Pourquoi est-ce qu'on ne mesure pas la gravité des attaques dont nous sommes aujourd'hui victimes et qu'on ne tient pas compte de cela pour se réarmer et mettre en œuvre une véritable politique de lutte contre ces groupes politico-religieux fondamentalistes? Parce que le politiquement correct. C'est quoi parce le politique? C'est quoi parce le qu'on politique? risque d'être attaqué. C'est quoi, Marine Le Pen? Eh bien, c'est le fait correct de dire il faut surtout pas s'attaquer aux fondamentalistes, car sinon on va être accusé de stigmatiser, etc., etc. La réalité. Vous croyez qu'on en est encore là? Mais franchement? oui, mais bien sûr que oui, on en est encore là. Bien entendu qu'on en est encore là. C'est ce que disaient les manifestants, journalistes collabos, quoi. Journalistes, non, c'est... Mais je parle même pas des journalistes. Non. Je ne vous parle pas des journalistes, là, je vous parle des politiques. Je dis ça comme ça, mais je vous les parle pas des politiques journalistes, aussi. je vous parle des politiques. Oui. On voit bien que tous ces gens-là ont peur de dire, ont peur de faire, ils ont peur d'être accusés de je ne sais quel racisme, de je ne sais quelle stigmatisation. D'ailleurs, on peut plus rien dire en France aujourd'hui sans être accusé de stigmatiser. Bon, eh bien moi, clairement, je stigmatise les fondamentalistes. Je les montre du doigt et je veux qu'on les combatte avec toute la virulence nécessaire pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Dernier mot sur Tapi, le Crédit Lyonnais, la comparution de Christine Lagarde. Est-ce que Bercy doit se porter partie civile? Non, évidemment. Belle escroquerie. Là, objectivement. Hein. Mais comment savez-vous pourquoi escroquerie? Mais non seulement... Il y a eu un arbitrage rendu. Non mais écoutez, non seulement... Il y a eu un arbitrage rendu. Monsieur Bourdin, le 2 septembre 2008, oui. J'ai adressé un courrier pour dénoncer cette affaire à Monsieur Seguin, qui m'a répondu 8 jours plus tard, le 10 septembre. Il m'a envoyé un courrier en me disant « Madame Le Pen, oui, je vais vérifier les conditions de passation de cet arbitrage. » J'ai été la première à dénoncer cet arbitrage qui apparaissait très clairement comme une manœuvre entre l'État et Monsieur Tapi pour lui accorder des sommes auxquelles il n'avait pas droit. Que les choses soient claires. Et ces 45 millions... Pourquoi? Parce que rien n'a été prouvé, Marine. Millions d'euros de dommages et intérêts, de préjudice moral. Oui, moi, j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années. De ma vie, je n'ai jamais vu un préjudice à cette hauteur. Même pour des parents dont l'enfant a été découpé en morceaux, jamais on ne va... 100 000, c'est quasiment parfois le maximum. Les victimes du sang contaminé ont reçu combien de préjudices pour avoir été empoisonnés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu complicité au plus haut niveau de l'État avec Bernard Tapie? Ça veut dire quoi? Oui, je le crois.
Mais Vous clairement, le croyez que ça vient de Nicolas Sarkozy? Mais je crois très clairement que cette affaire est une affaire qui a été organisée par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral, car si la justice classique avait été saisie, évidemment, M. Tapie n'aurait jamais touché cette somme. Il aurait peut-être même, d'ailleurs, jamais rien touché. Pourquoi a-t-il été préservé, alors, Bernard Tapie? Mais je ne sais rien, moi. Mais je vous ne sais pas de preuves. Je ne sais pas quelle preuve avez-vous? Aucune. Mais je n'ai des doutes. Ah oui, mais c'est des énormes doutes. Eh bien, voyez-vous, ces doutes sont tellement énormes qu'ils ont réussi à forger ma conviction. Voilà. Je crois que les Français ont été volés dans cette affaire et que cette affaire a été organisée du début à la fin pour permettre à M. Tapie de toucher des sommes auxquelles il n'avait pas droit. 8h55, merci Marine Le Pen, notre invitée ce matin.